Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio et vous avez choisi la meilleure façon possible de terminer le week-end avec du sport. C'est sur Sud Radio, la 24e journée du Top 14. C'est le grand événement de ce dimanche soir. La Rochelle, Montpellier sur notre antenne avec toute l'équipe Sud Radio présente en grande forme. Je vous préviens aujourd'hui, Quentin Cabanis, il est là. Il a passé un très joli week-end, Quentin. Victoire de l'OM, victoire de Castres. Non. Oh là, c'est fait... Ah. Non, ça c'est raté. Mauvaise information. Vous êtes dans la désinformation, monsieur. Voilà. Ça fait mal dès le début, hein. Allez. Ouais. Allez, hein. Quentin Frodon, bonsoir. Bonsoir Alexandre. Victoire bonsoir de Bordeaux, victoire des Girondins. Non, Faut pas le savoir. Voilà. Clément Combe, bonsoir. Victoire du Stade Toulousain. Toujours. Ah bah non. Mais victoire du Racing. Victoire du Racing. C'est pour Racing toi maintenant. Mais je suis un homme. Tu es une girouette. Je suis la colombe. Ouais, je suis la colombe. T'es la colombe, je suis la colombe. J'ai de la famille à Limoges et pourtant je suis pas pour Limoges. Voilà. Tu le vrai pourtant. Alors que moi je suis un grand supporter de Melun-Comble-la-Ville. Sachez. Voilà. Mais Melun-Comble-la-Ville, là, ça va, c'est pas à côté non plus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire là? C'est quoi cette entente là? Excusez-moi, monsieur, le rugby n'est pas le sport clé en Seine-et-Marne. Mais tu connais le 77 toi, Alex? Mais tout le monde connaît le 77. Je connais le 77, je suis du 91 quand même, je connais. C'est un voisin finalement. Hein. C'est ceux qu'on regarde de loin à Carré-Sénard. On se croise à Carré-Sénard. Alors, On se croisait. Il y a un monde où Quentin et moi on s'est rencontrés il y a 20 ans. Vous le savez pas, mais à Carré-Sénard, devant la Fnac, c'est grave. Enfin, à Virgin Megastore à l'époque. Tant que c'est pas dans la forêt, ça va. La forêt de Sénart. Attends, la forêt de Sénart, c'est très bien aussi. Ah oui. J'habitais au bord de la forêt de Sénart. Super. Je peux te dire, c'est un magnifique endroit. 20h04. Il y a des endroits un peu moins recommandés, mais Super. Mais sinon c'est très beau. C'est très très beau la forêt de Sénart. C'est vraiment magnifique. Excellent. Moi je travaille, on vous salue 91 210. Pour les Essoniens, voilà, petit coucou aux Essoniens, il n'y a pas de club de rugby à Draveil, mais il y en a quand même dans le coin, il y en a un super à Ris-Orangis, club de Cadmerade. Voilà, je vous le dis comme ça. Cadmerade a joué à Ris-Orangis, on salue le club de Ris, Datis Mons, Chili-Mazarin, voilà, tous les clubs de l'Essonne. Vous êtes sur Sud Radio, vous êtes sur la radio de rugby, vous l'avez bien compris. On n'est pas là pour faire la géographie d'Île-de-France, on est là pour parler de rugby ce soir sur Sud Radio, avec notamment, beaucoup de choses à dire, de la Pro D2, du Top 14, le match de ce soir, ça promet. Quentin Cabanis, on va justement dans quelques instants revenir sur les petites infos du week-end, mais avant toute chose, Clément Combe, on va se plonger vers Marcel de Flandre parce que La Rochelle Montpellier ce soir, c'est un rendez-vous de deux équipes en grande forme qui visent le top 6. Allez, 3 victoires de suite pour La Rochelle, 2 victoires de suite pour Montpellier, la passe de 4 ou la passe de 3 pour l'un des deux clubs et deux candidats dont on attendait plus grand chose il y a quelques semaines dans cette fin de saison, comme quoi tout peut arriver et tout se jouera jusqu'au bout dans cette course au top 6. La Rochelle en très grande forme qui revient un peu de nulle part, Alexandre. Ouais, La Rochelle effectivement qui revient de très très loin, comme Montpellier, deux équipes qui sont des potentiels invités ou pas d'ailleurs dans cette bataille pour le top 6. On va vous faire aussi gagner des places sur Sud Radio, sur la radio du rugby, des places pour Stade Toulousain, Loup Rugby qui aura lieu le 1er juin prochain. Si je me trompe pas que je dise 31 mai. C'est le week-end du 31 mai, mais n'est-ce pas le 1er juin? Non. J'ai un doute. Ah si, ce sera le dimanche. C'est dimanche 1er juin. Deux matchs le dimanche puisque le samedi soir il y a finale de Ligue des Champions. Quentin Cabanis, 1er juin. Dimanche 1er juin. Moi tu sais, je lis bêtement les feuilles. Non mais c'est vrai que pour le coup c'est une journée pour le coup très spéciale puisqu'il n'y aura pas de match le samedi soir puisqu'il y a un très grand club qui va devenir peut-être champion d'Europe, le Paris Saint-Germain en foot. À jamais le premier à remporter une véritable Ligue des Champions. T'es vraiment odieux aujourd'hui. C'est terrible. À du Marseillais 0826 300 300 rigolant bien sûr. Effectivement, oui, le match de Toulouse aura lieu dimanche. Pour remporter vos places, c'est très simple. 0826 300 300, 0826 300 300, et on va chercher un joueur ensemble, un joueur qui a marqué l'histoire du Stade Toulousain, puisqu'il faut appeler et puis il faut donner la bonne réponse. Alors, je suis né à Castres en 1982. Et oui, mais j'ai été formé à Toulouse où j'ai joué quasiment toute ma carrière professionnelle. J'ai juste fait 4 matchs aux Sharks, c'est tout. Mais sinon, je suis un pur produit toulousain. D'ailleurs, je suis un membre du staff, entraîneur des 3/4 du Stade Toulousain. J'ai été entraîneur des espoirs. J'ai 356 matchs avec le Stade Toulousain, 47 matchs en équipe de France. Et je pouvais jouer arrière, centre, voire même ailier. Mes initiales sont CP.
Est-ce que vous l'avez en studio? Ouais, je pense que ça va. Je pense que vous l'avez. C'est un des joueurs avec lesquels j'ai grandi. Ah bon. Oui, non, mais superbe joueur. Quel joueur ce joueur. Incroyable. Joli prénom. Voilà. C'est CP si vous l'avez, 0826 300 300 dès à présent pour emporter vos places pour le Stade Toulousain face au Loup Rugby le 1er juin. C'est offert par Sud Radio. C'est des places parfaitement placées à Ernest Vallon. Quant à Cabénis, oui. On va faire un petit point sur les informations du week-end rapidement. Exactement, avec une équipe qui va revenir parmi les équipes de Pro D2, c'est Carcassonne. 2 ans après sa relégation, Carcassonne fera son retour en Pro D2 la saison prochaine grâce à un succès face à Chambéry 24-23 hier en finale de nationale. Les Savoyards, eux, défieront Aurillac en barrage d'accession. Un mot de Pro D2 justement avec du changement puisque l'entraîneur de l'AS Béziers Hérault, Pierre Caillé, a été invité à quitter le club après une réunion avec ses dirigeants. On parle justement de Pro D2 avec les résultats de cette 30e journée qui avait lieu vendredi soir et le large succès de Béziers face à Brive 57-24. La victoire de Biarritz face à Colomiers 35-27. Grenoble Nevers 51-42. Oyonnax Aix-en-Provence 47-31. Aurillac Montauban 36-10. Nice Dax 36-19. Agen Mont-de-Marsan 45-13. Valence Romand Soyaux Angoulême 39-22. C'est Grenoble qui termine leader de Pro D2 devant Brive, Colomiers, Aix-en-Provence, Soyaux Angoulême et Montauban. Aurillac jouera les barrages. Nice est relégué. Les prochains matchs de Pro D2, ce sera justement les quarts de finale avec un Aix-en-Provence Soyaux Angoulême le 22 mai à 21h et Colomiers Montauban le 23 mai à 21h. Tout ça pour rejoindre Grenoble et Brive. Et enfin un mot de top 14 avec la 24e journée qui a débuté hier avec la victoire de l'UBB face à Castres 34-29. Clermont qui a battu l'USAP 31-13. Bayonne-Vannes 38-32, Pau, Toulon 25-21, Stade Français Lyon 31-30 et le Racing qui s'est imposé sur le score de 37-35 face à Toulouse. On vous rappelle, gagnez vos places pour Stade Toulousain Loup Rugby 1er juin prochain. Et pour cela, il faut trouver le joueur mystère, le qui je suis, né à Castres en 1982. Il n'est l'homme que d'un seul club en France, le Stade Toulousain de 2001 à 2016. Il a fait seulement 4 matchs avec les Sharks de Durban en Afrique du Sud. C'est un joueur qui a marqué l'équipe de France, 47 sélections en 11 ans. Et il est aujourd'hui entraîneur des 3/4 du Stade Toulousain. Ses initiales sont C. Si vous l'avez, 0826 300 300. On va accueillir William sur Sud Radio. Salut William, comment ça va? Salut William. Ça va, bonsoir messieurs, ça va, merci. On va ouvrir le premier débat au cœur de la mêlée avec un grand conseil de classe géant sur la saison de Pro D2, sur l'intégralité de la saison de Pro D2. Il y aura les avertissements, les compliments, les félicitations. On essaiera aussi de faire un petit tour de table sur le joueur de la saison régulière, celui qui vous a le plus marqué. On se posera une question, la Pro D2 a-t-elle progressé cette saison et sur quel point? Et puis enfin, on va faire nos grands paris. Chacun va faire son tableau des phases finales jusqu'au bout. Et ça, ce sera forcément intéressant. On va falloir prendre des risques. On accueille aussi dans quelques instants Philippe de Grenoble. Philippe, salut. Bientôt Philippe, il arrive de Grenoble, ça fait un petit peu de route. Trois catégories, avertissement, compliment, félicitations. On rappelle le classement à la fin de la saison régulière, Clément. Très bien. Tu veux que je le donne immédiatement en intégralité, c'est ça? Oui. Très bien. Donc Grenoble a terminé leader devant Brive, Colomiers, Provence Rugby, Soyaux Angoulême et Montauban, Béziers, Valence Romand, Biarritz, Nevers, Dax, Oyonnax, Mont-de-Marsan, Agen, Aurillac est 15e et barragiste. Nice est relégué en national. Ouais, effectivement, avec mais les classements sur tout le monde, tous les clubs. Tous les clubs. Avec la position de chacun à la fin de. Bien sûr, oui. Alors donc premier Grenoble, c'est ça que tu veux. Ah oui, bien sûr, il nous faut le classement, un classement quoi, le classement. Numéro 16. Wow. Ouais, bah voilà, d'accord. Bah, bonjour. Premier Grenoble avec 98 points. Le mec est fatigué. Premier Grenoble avec 98 points, deuxième Brive avec 94 points. Ils sont en demi-finale directe. Troisième Colomiers 86 points, quatrième Provence Rugby 82 points, cinquième Soyaux Angoulême 80 points, sixième Montauban 77 points. Colomiers recevra Montauban en barrage et Provence Rugby recevra Soyaux Angoulême en barrage. Ça c'est la semaine prochaine. 7e Béziers 77 points, 8e Valence Romand 64 points, 9e Biarritz 64 points. 10e Nevers 62 points, deux équipes à 61 points, 11e Dax et 12e Oyonnax.
13e Mont-de-Marsan 60 points, 14e Agen 59 points, 15e Aurillac 57 points et Nice 16e avec 35 points. Voilà, donc on a le classement qui est figé à l'issue de la saison régulière qui s'est terminée vendredi sur notre antenne. Alors on va avoir plusieurs catégories dans ce conseil de classe, les avertissements, les compliments et les félicitations. Un club à chaque fois dans une de ces catégories. Et on a Philippe de Grenoble. Salut Philippe. Salut Alexandre, salut à tous. Bonsoir Philippe. Comment ça va? Ça va très bien, on est premier, donc tout va bien. Eh oui. Tu connais le principe du conseil de classe, je crois Philippe, hein, tu es un auditeur habituel. Donc Oui. a priori, tu vois un petit peu comment ça va se passer. On va attaquer tout de suite par les avertissements. Mais voilà, il est éclaté, putain! C'est une chèvre! C'est un putain de pangolin! Il a le Covid, comment tu peux louper ça alors que tu t'entraînes toute la semaine? Avertissement. T'es vraiment trop nul. T'es archi nul. Tu es viré de chez viré. Et vous savez quoi? Vous allez pas me niquer mon week-end, hein? Tu es né idiot et tu vas mourir idiot. Vous allez pas me classer mon plaisir! Il est en colère le garçon quand même. Il est pas content. Et ça vient de quoi ça, Quentin? D'une mini-série sur Canal+ avec Hakim Gemili, voilà. Ouais, dis donc, ils sont pas la moitié. C'est des coachs Alors, amateurs. avertissement à qui du coup? On commence par William. Eh bien, avertissement au Montois. Au Montois décevant parce qu'on s'est posé la question rapidement au bout de quelques journées. Quand ils étaient derniers avant-dernier, on avait fait un petit débat. Est-ce que c'était un vrai dernier de ce niveau-là? Mais au final, ils sont pas derniers parce qu'il y a Nice et parce qu'Agen était dans la difficulté. Mais décevant parce que c'est une équipe qu'on avait vu costaud devant quand même sur quelques saisons, envoyer du jeu, être capable d'être une équipe très efficace en attaque et puis qui n'a pas su se relever de la saison blanche de l'année dernière. Donc ça soulève la question aussi de quand on se qualifie plusieurs fois et qu'on ne monte pas, comment on réagit après une saison blanche sans qualification. Et bien du côté montois, à l'inverse de Montauban ou d'autres équipes, on n'a pas réussi à se relever d'une saison blanche. Elle a été blanche également et encore plus compliquée jusqu'à quelques journées de la fin où ils ont tremblé. Ouais, donc avertissement à Mont-de-Marsan. Philippe de Grenoble, avertissement à qui? Moi, l'avertissement, je vais le mettre aux Agenais, à Agen, qui se sauvent à la dernière journée. Ça a été chaud pour les Agenais toute la saison. Ça n'a pas été très joli, même s'ils ont eu un sursaut d'orgueil, ce qui leur a permis de se maintenir. Mais enfin, terminer 14e pour un club comme le SUA, attention, parce que là, ça leur chauffe les oreilles, pour pas dire autre chose. Et c'est un avertissement pour la suite, quoi, en espérant pour eux que ça leur serve de leçon. Avertissement donc à Agen pour toi, Philippe. Clément Combe. Avertissement à Oyonnax. Oyonnax 12e. Il n'y a aucun monde où en début de saison on se dit oui, Oyonnax ils finissent 12e, c'est ok. Ah, c'est clair. Ah non, ça c'est clair. Au début de la saison, au début de la saison, on se dit quels sont les candidats. Je crois qu'on n'a pas mis Oyonnax à cette position. En début de saison, quand on se dit quels sont les candidats à la montée, on dit Grenoble, Brive, Provence Rugby et Oyonnax. Oui. Voilà. Oui, tout à fait. C'est ça. Fait. Qu'est-ce que Oyonnax fait 12e? Donc saison ratée sur le plan du jeu, beaucoup trop de matchs où l'équipe a alors perdu les remous le fil, en interne. Joël qui quitte le club, pas vraiment, qui va en Angleterre. Fabien Sibret qui met des ultimatums dans tous les sens. Qui pose sa démission, qui est refusée. Alors qu'on va le rappeler quand même, cet effectif, il y a quand même eu des arrivées. Il y a eu un effectif qui est descendu du top 14. C'est un effectif qui est très fort. Qui n'a pas tant bougé que ça. Et surtout qui a une qualité intrinsèque, qui est supérieure à beaucoup d'équipes qui sont placées au-dessus d'Oyonnax. Moi, je te rejoins sur Oyonnax, c'était mon choix aussi. Pour moi, c'est l'équipe qui a la plus sous-performé de toute la saison. Vraiment. C'est une anomalie ce niveau d'Oyonnax. Et je te dis, j'ai cette sensation que l'été va être très chargé à Oyonnax. Et le pire, tu veux que je te dise, c'est que parfois, il y a des classements où on se dit c'est la faute à pas de chance. Il y a beaucoup de matchs qui ont basculé pas de leur côté, la pièce était du mauvais côté. Là, c'était pas le cas. Là, il y a eu des matchs où c'était n'importe quoi. Ils se perdent les matchs tout seuls. Face à Agen, notamment à domicile, je pense en fin de saison, où c'était... ils ont perdu face à Agen, ils ont fait un nul face à Dax. Enfin, il y a eu des prestations à domicile qui étaient très compliquées, surtout pour une équipe qui, à l'extérieur, a très très mal démarré la saison. Donc non, avertissement pour Oyonnax pour moi.
Avertissement pour Oyonnax, avertissement pour Agen du côté de Philippe de Grenoble, avertissement à Mont-de-Marsan pour William de Brive. Quentin Cabanis, avertissement à qui? Ouais, ça m'embête parce que on s'était dit avec Clément qu'on dirait pas le même nom que les autres, mais je vais être obligé de rejoindre Philippe de Grenoble sur les Agenais. J'ai l'impression que depuis quelques années, on assiste à la descente aux enfers d'un club, un club qui a été mythique par le passé. Si Agen descendait, c'était le dépôt de bilan. Et voilà, et ils en sont passés vraiment pas loin, les Agenais de la descente. Et j'ai l'impression que ce marasme continue d'année en année, que c'est de pire en pire. Et donc je suis très très inquiet pour les saisons à venir pour les Agenais. C'est pour ça que je veux leur mettre mes avertissements. Ouais, avertissement. Donc pour Agen aussi de ton côté. Quentin Fredon, avertissement à qui? Avertissement à Aurillac, qui finit dans le top 10 les 4 dernières saisons, je crois 3 c'est sûr, 4 peut-être, et qui là finit 15e et qui on les a jamais, enfin il y a une dynamique de fin de saison qui est quand même assez catastrophique. Il y a 3 victoires sur les 9 derniers matchs. Ça a très mal commencé par une défaite à domicile en début de saison. Non, la dynamique est pas bonne et le niveau de jeu affiché est pas excellent non plus. Donc en gros, ce que tu es en train de nous dire, et c'est intéressant, parce que c'est vrai qu'on va pas avertir Nice qui va descendre, tu vois. Mais si Aurillac se maintient au terme de ces barrages, c'est parce que Nice est moins fort, juste. Oui, mais ça veut dire qu'il y a attention danger pour la saison prochaine, toi aussi. Ouais, voilà, c'est que, je veux dire, c'est vrai qu'on a toujours dit, comme je le dis, comme on l'évoquait avec Olivier Magne, que cette équipe d'Aurillac elle est extrêmement difficile à battre à domicile au creux de l'hiver. Bah, ça a pas vraiment fonctionné cette année, quoi. C'est plus le cas. Faut noter quand même que oui, il y a une grande. Après, il y a eu des pertes de joueurs assez importantes. Parce que oui, il y a une excellente saison d'Hugo Suns qui, à mon avis, se ramener à évoluer plus haut et partir d'Aurillac rapidement. Mais en début de saison, oui, mais sauf qu'en début de saison, ils perdent Antoine Ocagne et Marc Palmier. Marc Palmier qui part à Grenoble, Antoine Ocagne qui part à Perpignan. Ces deux joueurs-là, notamment Antoine Ocagne. T'imagines s'ils n'avaient pas eu Hugo Suns, s'ils n'avaient pas eu ce flair-là? Ah non, mais Suns, il a failli sauver la fin de saison, non? Mais c'est ça, c'est que Antoine Ocagne, il faut se souvenir que la saison dernière, il finit meilleur buteur de la Pro D2 et c'est lui qui marque un nombre de points incalculable par match à chaque fois. Et au-delà des points face au Perche, il met des essais dans tous les sens. Donc il y a eu des pertes en fin de saison avec des joueurs qui viennent combler, qui ont fait un excellent exercice, mais qui ont peut-être un impact un peu moindre que ceux qui sont partis à l'intersaison précédente. Ouais, et ça, c'est vrai que Aurillac, ça va pas. Et pourtant, c'est dur de. En même temps, je sais pas si on peut vraiment dire que le travail de Taylor Gontineac, de Roméo Gontineac, le père de Taylor, qui lui pour le coup évolue à Béziers, on peut pas dire qu'il fasse un mauvais travail. C'est juste que les moyens. Il peut aussi. Voilà, il fait ce qu'il peut. Et franchement, c'est vraiment embêtant pour cette équipe d'Aurillac. Mais ce qui est embêtant, c'est que ça a perdu ce côté forteresse imprenable à domicile. C'est ça. Et là, pour le coup, comment tu retrouves ça? Ça, c'est pas franchement évident. Il a presque pas fait assez moche cet hiver. Non, mais ça dépend aussi de ça. Vrai aussi, hein. Ça en fait partie. Ça a un impact. On va aller vers les compliments désormais. Vous êtes sportif? Oui. Montrez-moi ce que vous savez faire avec le ballon. Compliment. C'est la première fois que je me sens importante pour quelqu'un. Je pensais pas que je pouvais ressembler à ça. C'est de toute beauté. Compliment. Alors, on n'est pas dans les félicitations, mais c'est déjà une belle petite pastille. C'est bravo, belle saison. Ça peut être une surprise, ça peut être une confirmation. Voilà, c'est à votre discrétion. On va commencer avec Philippe de Grenoble. Compliment à qui? Oui, je vais complimenter moi l'équipe de Valence Roman parce que Valence on est deux. Bingo. Belle saison. Les deux leaders de super boulot du staff, super boulot de recrutement. Exactement. Alors qu'ils avaient perdu des joueurs l'année dernière, que ça avait été compliqué. Ils finissent 9e, Valence Roman. Ouais. C'est énorme. Hein. Ils perdent pas n'importe qui l'année dernière en plus en fin de saison. Il y a Chagashvili. Bah oui, lui, c'est le nom qui me venait à l'esprit. Ils en ont trouvé un autre, donc effectivement ils ont du flair dans le recrutement. Et puis c'est difficile d'aller gagner à Georges Pompidou. Moi j'étais là-bas quand le FCG est allé perdre et on a vu que c'était compliqué de bouger cette équipe. Ils sont forts devant. C'est un drôle de stade, hein. T'as vu? Moi j'ai eu la chance de jouer dans ce stade aussi et c'est un drôle de stade, un peu ouvert au vent, une sorte de cuvette un petit peu là, ce stade Pompidou mais c'est un véritable stade de rugby. Moi je trouve qu'il se passe quelque chose dans cette enceinte.
C'est une arène, assis, c'est une arène, c'est ça, assis sur les pierres. Enfin voilà, c'est un stade d'un autre temps avec la piste d'athlétisme encore, mais c'est vrai qu'ils font beaucoup d'efforts. Il y a un écran vidéo cette année qu'il n'y avait pas l'année dernière, par exemple. Je sais qu'ils sont en train de réfléchir à améliorer leur stade. Ils avaient prévu d'en construire un, mais je crois qu'ils vont plutôt travailler sur Georges Pompidou. Ça a été pour l'instant annulé, ouais. Voilà, c'est ça. Donc ça travaille beaucoup dans ce club et arriver à être 8e cette année, pour moi, ça laisse augurer un bel avenir, en tout cas pour cette équipe de Valence Roman qui fédère beaucoup, pas loin de Grenoble, un peu les portes du Sud. Donc c'est top. Donc bravo à eux. Oui, et après, la véritable question qu'on peut se poser sur Valence Roman, c'est quels seront les objectifs la saison prochaine? Moi, je pense encore le maintien, malgré tout, parce que on peut par exemple se poser la trajectoire d'un autre club que je pense qu'on va évoquer dans pas longtemps, un club qui évolue en violet, qui est passé du maintien au top 6, mais année après année. Est-ce que Valence Roman doit suivre la trajectoire de ce club-là? Je pense qu'on va en parler dans pas longtemps. Je pense que le gap est important. On le voit aussi au niveau du classement, au niveau des points. Il termine à 64 points, Béziers devant à 77. Donc il y a quand même un petit écart. C'est la deuxième partie du tableau, mis à part Oyonnax, et vous avez raison de le souligner, qui normalement n'a rien à faire là. Ils sont devant des clubs comme Biarritz, comme Nevers, Dax, une belle saison, Mont-de-Marsan. Il y a rien à dire, hein. C'est joli, c'est une belle saison et effectivement, alors petit à petit, je pense qu'il faut pas qu'ils se brûlent les ailes parce que ça peut faire mal, hein, de retomber dans les bas-fonds du classement. Mais s'ils se maintiennent encore la saison prochaine, ils auront toute la légitimité d'espérer plus pour la saison d'après. C'est ça, il faut étape par étape. Compliment à qui, William? Clairement à Montauban. Montauban, on se souvient qu'il y a eu une saison catastrophique l'année dernière. Ils ont joué le barrage l'année dernière. Avec un staff non conservé le lendemain de la victoire en barrage. C'est un staff qui avait fait le recrutement. Donc, on a beaucoup de coachs qui se plaignent de ne pas avoir fait le recrutement. Sébastien Tillosbord, on l'a pas beaucoup entendu pleurer cette année. On l'a surtout vu bosser. C'est Kubuzo Noche. Il y a du lourd. Hein. Ouais, mais il récupère une équipe quand même qui était dans les têtes. Ça devait être assez compliqué. Lui, il vient de faire une descente. Donc il arrive sûrement un peu critiqué, est-ce qu'il a la légitimité? Montauban, on sait que les attentes c'était pas le maintien, on voulait absolument revoir une équipe au moins au milieu de tableau. Et en fait, tu nous dis que la saison de Montauban elle est déjà réussie là du coup. La présence dans le top 6 légitimise. Je pense qu'elle est réussie parce que une fois de plus, après une saison catastrophique, il te faut du factuel pour te rattacher à quelque chose. Tu finis 15e, tu finis 11e l'année d'après. Ok, c'est mieux, mais tu fais 15 à 6. 15e à 6e, c'est énorme. Et la qualification, c'est factuel. On a qualifié l'équipe. 7e, c'est pas pareil. 7e, on a failli se qualifier. Là, il a qualifié l'équipe. Il va pouvoir recruter en étant l'entraîneur, le patron d'une équipe qui s'est qualifié dans une Pro D2 très, très relevée. Et donc, j'ai trouvé ça assez fort ce qu'il a fait, parce qu'il y a eu beaucoup de victoires en début de saison sur le jeu. Il a fait le pari d'envoyer du jeu du côté de Sapiac, ce qui est pas toujours évident culturellement. Il l'a fait. Et ils ont aussi été capables de gagner des matchs d'un point à la fin, de combattre, de défendre comme des clébards. Donc, il a apporté quelque chose, ce côté gros travailleur qu'il était lui en tant que joueur. Donc, vraiment, je trouve que lui, il a bien rebondi après l'échec à Rouen. Et le club a aussi très bien rebondi avec une qualification qui est extrêmement importante pour cette année, mais aussi pour préparer la prochaine saison, quelle que soit la fin de saison. Avec donc cette équipe de Montauban, Clément Combe, compliment à qui? Alors déjà, je suis très content parce que j'avais plein d'équipes à mettre en compliment et vous avez très bien parlé de 2 de ces équipes. Donc c'est tant mieux. Ça me permet de parler de mon coup de cœur que je ne laisse qu'en compliment. Colomiers. Voilà. Colomiers est en compliment. Je suis tombé amoureux de cette attaque et du travail de Julien Sarraute et de Florent Nico, l'entraîneur des 3/4. Je pense qu'on se souviendra très longtemps de la manière dont Colomiers a joué, notamment dans cette deuxième partie de saison. Comme on s'est souvenu de la saison de Melvin Jaminet à Perpignan, de la manière dont Oyonnax avait martyrisé toutes les mêlées adverses à l'époque où Thomas Laclaya a évolué il y a 2 ou 3 saisons. Voilà. Colomiers est en compliment. On me dirait peut-être que ça aurait pu aller plus haut, mais j'ai une autre équipe en félicitations. Quentin Cavanis. Moi je vais choisir une équipe que je pense beaucoup de gens vont prendre en félicitations, mais je vais prendre Soyons Angoulême.
Voilà, compliment à cette équipe de Soyons-Angoulême. C'est donc deux dont on parlait quand on parlait des Violets. Voilà. Soyons-Angoulême, énorme saison. Première fois de leur histoire qu'ils intègrent le top 6. Donc voilà, ils sont sur une saison qui montre leur excellente progression. Plus ça va, moins ils ont de failles cette équipe. C'est la meilleure équipe de l'histoire à l'extérieur en Pro D2. Donc voilà, moi je pense que cette équipe mérite amplement les compliments. On aurait pu les féliciter s'il n'y avait pas eu autant de défaillances à domicile. Quentin Frodon, pour terminer rapidement. Je voulais parler du SA15 également. Très bien. Il m'a bien eu parce que ça passe du barrage, du maintien à la 5e place en 2 saisons. Même les dernières, ça jouait déjà pour le maintien. C'est une équipe, en plus d'être très forte à l'extérieur, c'est une équipe qui est, on peut dire, un peu caméléon. Quand il faut jouer fort, ça joue fort, ça se bat. Quand il faut jouer vite et sur l'attaque, ça joue sur l'attaque. C'est une équipe qui a su tout faire pour gagner, pour entrer dans ce top 5 cette saison. Et juste bravo à eux. Ils ont fait une très belle saison. Bravo donc à cette équipe de Soyons-Angoulême. On passe aux félicitations. Excusez-moi, je suis un petit peu en retard, j'étais avec la prof de français. Champion, félicitations. C'est excellent ça, c'est à l'américaine. Qui est le plus fort? C'est moi. On dirait Donald Duck. Ok, c'est qui le patron? C'est moi. C'est toi le patron. C'est moi, le patron! Tu as été choisi pour être bien plus que ce que tu es déjà. Félicitations à qui, William? Colomiers. Colomiers qui arrive à être, je suis d'accord avec toi. Moi aussi Colomiers. Vrai top 3 de Pro D2 avec Brive et Grenoble. Parce qu'aujourd'hui, si on imagine Colomiers gagner une demi-finale, ça paraît pas déconnant là-dessus. Je les ai trouvés très forts à des moments importants, notamment cette victoire à Béziers. Il me semble qu'ils prennent le bonus, ils mettent 30 points au Biterrois à Raoul-Barrière, une victoire qui était match ciblé, victoire annoncée. Il l'avait fait au moment où Béziers était plus ou moins la deuxième force de Pro D2. Je les ai trouvés malins, notamment en recrutant Degmash à la mêlée en cours de saison, qui a apporté quelque chose, un côté un peu plus capable de porter les ballons et de provoquer auprès. C'était une équipe qui déplaçait beaucoup de ballons. Ils sont de plus en plus costauds devant et ils sont capables de très bien jouer 80 minutes. On les a vu faire une grosse mi-temps à Brive, puis exploser après. Grosse mi-temps le week-end d'après à domicile contre un gros où ils se font cabosser aussi. Et puis là, maintenant, il y a de moins en moins de trous d'air quand même dans leur performance. Et ils sont passés d'une équipe qui était sympa à avoir joué à une équipe où on a l'impression qu'elle joue tout le temps bien, qu'elle gagne tout le temps, et qu'il ne faut pas mieux la prendre maintenant qu'il fait beau et qu'ils vont pouvoir déplacer le ballon et qu'ils sont en plus costauds devant. Ça devient une équipe qui est complètement candidate à une montée, voulue ou pas, mais en tous les cas, qui est complètement crédible pour une victoire en demi-finale, même en finale. Ouais, donc félicitations à Colomiers. Philippe de Grenoble, le FCG ou pas félicité cette année? Premier de la saison régulière. Non, Brive, non, je rigole. Grenoble, effectivement, le FCG. 15 départs la saison dernière. Ouais, mais c'est ça, justement. J'étais en train de réfléchir à ce que j'allais vous dire, mais tu as parfaitement raison, Alex. 15 départs. Quand on sait qu'une équipe comme le FCG, ça va être là, c'est la 3e fois qu'on est en demi-finale, on perd 2 fois sur les 2 dernières finales, les matchs d'access, l'an passé à 4 minutes près, on était en top 14, la déception, repartir à chaque fois avec un groupe nouveau, perdre des jeunes joueurs, Barnabé Massa, Régis Montagne, ces joueurs-là qui s'en vont, et puis tu repars, tu redéniches des joueurs qui connaissaient Arnaud Siergel, par exemple, qui connaissaient Richard Hardwick, qui connaissaient Gershwin Mouton, certes des internationaux, mais qu'on connaissait pas véritablement, qui viennent en Pro D2, qui se relancent aussi, Julien Hériteau. Et on repart et on retravaille, et le duo Nadeau-Pézri fait un boulot de fou. Le FCG termine avec 987 points marqués, c'est une moyenne de 40 points à domicile. 40 c'est points énorme, à domicile, ouais. Ils en marquent encore 50 vendredi soir. Certes, ils en prennent une quarantaine, ok, parce que là il y a peut-être un relâchement et une préparation pour les demi-finales, mais c'est énorme. On s'est régalé au Stade des Alpes cette année, à l'extérieur aussi, avec du beau jeu. Jean-Pierre Elisselt avait dit il y a quelques semaines sur votre antenne d'ailleurs que le FCG c'est le stade toulousain de la Pro D2, joli compliment. J'espère que ça ira jusqu'au bout pour le FCG parce que je pense que ce club mérite, parce que il y a beaucoup de travail qui est fait autour du club, il y a beaucoup de jeunes, on déniche encore des jeunes tout le temps, il y a toujours des jeunes joueurs qui arrivent. On a Wilfried Huleux cette année qui est quasiment le meilleur marqueur d'essai. Ouais, on va parler des joueurs après. Félicitations donc à Grenoble. Rapidement, Clément Combe, félicitations à qui? Soyons-Angoulême.
première qualification de l'histoire en Pro D2, alors qu'en début de saison, Alexandre Ruiz et nous-mêmes, on se disait... Bon, ben ce club va continuer de se construire avec le maintien à assurer assez tôt dans la saison et pourquoi pas. Mais sauf qu'en fait, il n'y a pas eu de pourquoi pas, puisque dès le mois de décembre, on se dit, ils sont dans les 6. Et puis c'est la meilleure équipe à l'extérieur. Quentin Cabanis, félicitations à qui? Moi, je vais mettre Brive, qui est pour moi, à l'heure actuelle, la meilleure équipe de Pro D2. Quentin Fredon, rapidement. Brive également. On les attendait peut-être pas il y a 10 matchs et ils le sont, et c'est peut-être la meilleure équipe en ce moment. Le meilleur joueur de la saison régulière. Tour de table en express, sans développer, juste votre meilleur joueur pour vous. William de Brive. Gabin Laure. Gabin Laure. Moi aussi Gabin Laure. Quentin Cabanis aussi Gabin Laure. Quentin Frodon aussi Gabin Laure. Clément Combe. Je crois bien qu'il y aura un +4. Voilà. Gabin Laure aussi. Une tournée Gabin Laure. Et donc Philippe de Grenoble. Oui, Gabin Laure, effectivement, il n'y a rien à dire. Le meilleur joueur de Pro D2, voilà. Alors, ça c'est énorme, consensus extrême pour Gabin Laure. Il va pas être dans les trophées de l'année. Mention quand même à Alexander Massibaka, 3e ligne centre de Soyons-Goulet. Il a été très très bon aussi. Mention à Hugo Pacôme, à Hugo Sainz, à De La Vega aussi, du côté de Colomiers. Enfin voilà, il y en a plein de super joueurs. Plein de super joueurs. Raymond à Brive, il y a un Anglais qui a fait quand même une saison énorme. Tu m'étonnes, Courtney Love, il a été énorme cette année. Énorme. Quand même, on a l'honneur d'avoir Courtney Love en Pro D2. Allez, rapidement, on fait un petit tour de table. Vous pouvez répondre tous en même temps si vous voulez. Provence Rugby, Soyons-Angoulême, jeudi 22 mai, 21h sur Sud Radio. Qui va s'imposer? Provence Rugby. Soyo. Il y a beaucoup de Soyo, j'aurais pas cru autant que ça. Colomiers-Montauban, vendredi à 21h. Colomiers. On est tous d'accord. Grenoble, donc, face à Soyons-Angoulême, parce que j'ai entendu plus de Soyons-Angoulême, on est d'accord. C'est 3-2, Oui. Grenoble-Soyons-Angoulême. Grenoble. Brive-Colomiers. Brive. Brive. J'ai envie d'emmerder juste pour le show. Non, je pense que c'est. Je pense. Ok. Et finale, Grenoble-Brive. Brive. Brive. Grenoble, on peut pas perdre 3 fois, c'est pas possible. Si Grenoble gagne pas la finale, Grenoble ne gagne pas l'Access Match. Mais si Brive perd la finale, moi je suis persuadé que cette année il y aura 2 montées. Je suis persuadé qu'il y aura 2 montées cette année. J'en suis sûr. Je pense qu'il y aura 2 montées en top 14. Merci d'avoir été avec nous, Philippe. C'est toujours un grand plaisir de t'avoir sur Sud Radio. Mille merci. Merci à tous. Et on te retrouve dans les phases finales parce que désormais, c'est le meilleur moment de la saison. Ce seront les phases finales de Pro D2. Merci Philippe. William, tu restes avec nous. Dans un instant, on va parler du top 14. Vous êtes sur Sud Radio, vous êtes sur la radio du rugby. On vient de parler pendant 25 minutes de Pro D2 un dimanche soir. Ça, c'est vraiment Sud Radio. C'est vraiment notre passion du rugby. Même pour ce magnifique championnat de Pro D2, on est la seule radio nationale à suivre ce championnat qui est exceptionnel de Pro D2. On va basculer vers le top 14 dans un instant. Mais je vous avais promis des places pour Stade Toulousain, Lyon. Ce sera le 1er juin. Et on a Frédéric au téléphone. Bonsoir Frédéric. Bonsoir, ça fait très plaisir de vous avoir. Nous aussi ça fait plaisir de vous avoir Frédéric. Avec ce bel accent. Oui. Alors comment ça va? Alors est-ce que... écoutez, ça va, je suis en train de rentrer de week-end et voilà, et en écoutant Sud Radio dans ma voiture. Donc tout va bien. Ça fait plaisir. Le dimanche soir, enfin le week-end, toute la semaine c'est Sud Radio. C'est quoi? C'est pour le rugby ou c'est au global toute notre antenne qui vous plaît? Alors, votre antenne, je l'écoute pas mal, mais beaucoup pour le rugby, oui, effectivement. On est très rugby à la maison. C'est super. Frédéric, est-ce que vous avez la bonne réponse? Alors, je pense que oui. Je vous la donne? Oui. Il y a monsieur à côté. Oui, c'est gagné, c'est gagné, bravo, c'est gagné. C'est la première fois de ma vie que je gagnais un jeu, c'est génial. Oui, c'est toujours cool de gagner. De toute façon, pour gagner, il faut tenter sa chance. Oui, c'est ça, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Je tente.
Ouais. Ah bah vous avez bien fait, vous allez aller assister à Stade Toulousain Loup Rugby le 1er juin et c'est offert par la maison, offert par Sud Radio. Vous allez voir, c'est des places, c'est placé au top du top. Ernest Vallon, latéral basse, vous êtes juste au bord des joueurs. Enfin, c'est vraiment, vous allez adorer. Super. Mais Frédéric, vous allez y aller avec qui? Est-ce que monsieur va être invité? Ah oui, j'espère. Ben oui, ça arrive pas avec moi, je sais pas. J'hésite, peut-être que j'y aller avec une copine en fait. Ah ben oui, mais faites ce que vous voulez Frédéric, vous avez bien raison. De toute façon, il va falloir qu'il soit gentil pendant 2 semaines et puis voilà quoi. Ah ouais, là il va falloir, monsieur, là il va falloir. Comment vous appelez monsieur, puisque vous nous entendez si bien et qu'on vous entend si bien? Comment vous vous appelez? Jean-Philippe. Ah bah Jean-Philippe. Bon bah peut-être que vous aurez la chance d'accompagner Frédéric, on vous le souhaite en tout cas. Un petit bouquet de fleurs et ce sera bon. Ouais, effectivement. Je vais mettre un cierge à Lourdes. Ah bah ça fait de la route, mais pourquoi pas. Depuis Toulouse, ouais. Ça fait un petit peu de route. Bon bah bravo Frédéric, bravo Jean. Et on prend toutes vos coordonnées. Restez bien au téléphone. On va basculer hors antenne pour prendre vos coordonnées pour vous envoyer les places le plus rapidement possible. Et merci encore une fois de votre fidélité. Beaucoup. Merci d'écouter Sud Radio Rugby. Merci Sud Radio, on vous remercie beaucoup. C'était très sympa de vous écouter en rentrant là. Eh ben, ça fait plaisir, continuez de nous écouter, on est là jusqu'à 23h. On va parler de Top 14 justement, Clément Combe, et on va évoquer les derniers résultats de cette 24e journée. Avec le succès en 2 temps de l'Union Bordeaux-Bègles 34-29 face au Castres Olympique. Castres qui gratte un bonus défensif. Succès bonifié de Clermont 31-13 face à Perpignan. Succès de Bayonne 38-32 face à Vannes. Victoire de Pau 25-21 face à Toulon. Toulon 1 point de bonus défensif. Un succès à l'arrache du Stade Français Paris 31-30 face à Lyon. Et défaite de Toulouse à domicile 37-35 face au Racing 92. Et enfin, ce soir, il reste La Rochelle face à Montpellier. Effectivement, et on va tout simplement parler de ces grands enseignements. Alors je vous propose comme d'habitude quelques enseignements. Après vous en faites ce que vous voulez, vous les choisissez pas, vous amenez les autres. C'est open bar. Quel est le grand enseignement de cette 24e journée de Top 14? Est-ce Vannes encore battu de très peu? Est-ce Lyon, la stratégie manquée des compos d'équipe? Lyon qui a fait tourner la semaine dernière pour aligner les titulaires face à Paris et faire un coup à Jean-Bouin. Est-ce Paris justement miracle ou match référence pour le Stade Français Paris? J'ai encore d'autres enseignements à vous proposer. Est-ce Clermont qui est un véritable candidat au top 6 et qui l'a montré? Est-ce l'UBB qui a montré une défense inquiétante? Ou une nouvelle fois peut-être, tiens, on peut évoquer aussi le Racing 92 qui semble avoir une identité, une personnalité. Et j'ai mis bravo Colazo. Voilà, bon. Pas mal d'enseignements à vous proposer. On commence par toi, William. Ah ben je pars sur Vannes direct. Alors quand on dit qu'il perd encore de peu, mais surtout qu'il ramène 0 points. 0 points. Ouais. Qui prend cette décision en fin de match? Comment à 3 journées de la fin, peut-être t'es 14e depuis le début, tu fais l'effort, tu te retrouves dans la situation de ramener un point de Bayonne, qui en a débattu 1000 fois là-dessus, et le vrai 4e du top 14, une équipe qui a mis 40 points à La Rochelle, qui a battu tous les gros chez elle. Tu peux ramener un point qui te permettrait en cas de victoire à domicile le week-end prochain d'être devant Perpignan qui est en train de couler et tu laisses passer ce point quoi. Alors la défaite c'est une chose, mais on peut pas repartir avec 0 points, c'est pas possible. Alors je sais que c'est une équipe qui veut être sur le jeu, qui est apparemment qui est en confiance. La preuve c'est qu'il marque quand même 32 points à Bayonne et putain, il joue bien au rugby quoi. Il joue bien au rugby, sauf que là il y a un moment où il faut se dire ok les gars, il reste 3 journées, chaque point va compter. Et ce serait pas terrible de se retrouver à 40 points, égalité avec l'USAP à la dernière journée, et d'être relégué direct ou quoi. Parce que c'est ce que cette équipe propose et ce qu'elle a fait à Bayonne. Non mais Vannes a 4 fois ou 5 fois cette saison, il y a une défaite qui se scelle dans les 10 dernières minutes. La semaine dernière, c'est un drop d'Astoy qui a fait très très mal. Là, cette équipe de Vannes, elle mène quasiment toute la partie face à Bayonne. Qu'est-ce qui va pas? Et puis qu'est-ce qui va pas à Vannes? Alex, en plus, contre La Rochelle, la fin de match, t'as pas le ballon, donc tu maîtrises pas, tu la perds, ok. C'est La Rochelle qui est en possession. Tu perds le renvoi quand même. Il y a renvoi de La Rochelle récupéré par les Rochelais. Ça, c'est pas normal. T'as pénalité à 20 mètres, quoi. Ça me paraît fou de pas dire on y va, on prend un point, on récupère, on cabosse Pau la semaine prochaine, mais de ramener quelque chose et qui en plus quelqu'un est au courant du classement. Ouais, puisque quelqu'un est au courant du classement quand même, parce que il faut que quand tu prépares ton match, tu te dis attends, en fait les gars, si on se retrouve dans cette situation-là, est-ce qu'il faut un point
ou est-ce qu'il faut absolument chercher la victoire? Et s'il y en a... qu'il y ait un mec dans le staff qui te dise un point suffit. Et s'il y en avait eu 4 des points? Parce que pris, malheureusement. En fait, moi je suis. Si on avait eu 4 des points, ça change tout. Mais tout. alors c'est pour ça, c'est parce que moi je suis d'accord avec votre lecture. Encore une fois, Van va se bouffer les doigts et va. Malheureusement, on espère, mais ce n'est que de l'espoir avec Van parce qu'on est séduit parce le reste c'est de la fiction. Je le dis tout le temps. C'est beau, ça. Van. C'est cool. Mais ça rapporte pas de points. Oui, mais le fait est qu'à ce moment-là de la saison, aller chercher la mêlée, aller chercher l'essai, c'est quitte ou double. Ils ont perdu. Mais c'est tout le temps quitte en fait. Oui, mais sauf qu'en fait ils se sont tellement bouffés les doigts que peut-être qu'à un moment donné la stratégie c'est de se dire les gars il faut tout mettre, on met tout sur la table, c'est parti. Et si ça gagne, on est les rois du monde et on est soulagé parce que qui avait imaginé un seul instant que Van serait encore en possibilité à la 80e de gagner à Bayonne? Personne. Mais personne, c'est pour ça que justement tu dois avoir la tête froide et prendre cette pénalité pour te dire un point c'est déjà énorme à Bayonne. Qui va chercher un point à Bayonne? Je suis d'accord, mais quand tu regardes le scénario du match, ils sont tellement en capacité de gagner. Ah bah dans ce cas-là, l'équipe de France était championne du monde en 2023. Je veux dire, Oui, non, mais en fait, je te rejoins, mais on a déjà eu ce débat. On le sait. Mais je peux comprendre l'idée de faire un all-in à ce moment-là de la saison et de se dire, c'est quoi, allez, on verra bien. Mais quand tu fais un all-in, il faut accepter, il faut avoir conscience. C'est comme quand tu fais des paris sportifs, ce que je ne fais pas, mais je sais que beaucoup d'entre vous le font. Quand je dis vous, ce sont les auditeurs. Il faut toujours parier ce que tu es capable de perdre. Est-ce que tu es capable, à l'issue de cette 24e journée, de te dire, pas grave, on a perdu, c'était pas important, c'était pas, ça nous condamne pas. Bah non, en fait. C'est pas une place dans le top 6 pour un club qui n'était pas sûr de son ambition, tu vois. Oui, non, mais c'est un match de survie. C'est un point qui pouvait peut-être te perdre. Ça se trouve à la fin de la saison, ce point-là, il fera toute la diff, tu vois. Oui, mais il y avait trop de points avant qu'ils ont perdu et dont on se disait à la fin de chaque journée, ah oui, mais ça se trouve ce point-là, il faisait la diff à la fin de la saison. C'est peut-être pas ce point-là à Bayonne qui fera la diff. C'est d'autres, bien d'autres avant ce match à Bayonne qui auraient pu faire la différence. Si les matchs s'arrêtaient à la 70e, Van remportait 8 points sur les 2 dernières journées. Oh, mais alors là, et je te laisse faire le calcul, t'amuser à faire le calcul sur toute la saison. C'est incroyable, hein, parce que les matchs duraient 70 minutes, Van serait maintenu depuis un petit moment, peut-être. Ouais. Hein. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc l'enseignement que tu choisis toi, William, c'est Van. Clément, j'ai l'impression que toi aussi, ou t'en as un autre? Non, en vrai, on a parlé de Van, mais moi, mon enseignement, c'est le Racing 92. Parce que là tu vois on se disait Van qui parie sur une victoire, Toulouse n'avait pas envie, l'équipe de Patrice Colazo s'est pointée, elle a dit on en a rien à faire. On est là pour gagner, on est là pour si possible assurer notre maintien. Alors c'est pas complètement fait aux histoires de points terrain de goal average, mais aller gagner à Toulouse ça aide. Mais aller à gagner à Toulouse ça aide, et surtout Patrice Colazo, il y a 2 semaines ou 3 après le derby, il nous dit non, le top 6, je m'en fous, on n'est pas là pour ça. La semaine prochaine, on peut se faire ramasser. Patrice Colazo, il faut savoir être humble. Et là, il va pas nous la faire à l'envers. Il reste 2 matchs. Je suis certain qu'il va regarder ces mecs droit dans les yeux. Il va leur dire les gars, on a vraiment une chance. C'est ça qui est fou. Et s'imaginer qu'en aussi peu de temps, sans rien inventer d'exceptionnel, être capable de construire de donner à cette équipe une personnalité, l'envie de jouer ensemble, d'être solide, un plan de jeu à respecter, qui est respecté, mais bravo. Et notamment une personnalité, moi je trouve, du côté du Racing. On rappelle, le Racing avant Patrice Colazo, c'est 1,7 points récupérés par match. Depuis Patrice Colazo, c'est 2,7. Donc le Racing prend 1 point de plus par match depuis l'arrivée de Patrice Colazo, ce qui est énorme. Et le Racing marque 6 points de plus à l'intérieur des rencontres aussi offensivement. C'est quelque chose à noter. Quentin Cabanis, quel est ton enseignement? Moi c'est complètement Patrice Colazo aussi. Je voulais le signaler avant que Clément prenne la parole. Pour moi c'est le monsieur de cette fin de saison, il a complètement changé le visage de cette équipe et faudrait même se poser des questions sur pourquoi pas lui faire prolonger l'aventure, tu vois. Alors non, ça va pas. Pourquoi non? Pourquoi non? Mais alors, je vais être très simple. Parce que c'est peut-être enfin le projet qu'il lui faut aussi. Parce qu'il est venu Non, Alexandre, il est venu pour une mission. Il a rempli sa mission. Bravo. Mais dans la projection du club et du groupe,
je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure solution. Mais moi je lui donne les clés du camion à Patrice Colazo. Je le prolonge sur le champ. Eh ben, vas-y. C'est un mec du club. Il a joué dans ce club. Il a été champion de France Espoir en coachant cette équipe. C'est un mec estampillé Racing quand même, Patrice Colazo. Mais je ne dis pas le contraire. Mais sauf qu'il est venu pour une mission. C'est comme à Montpellier. Il est venu pour une mission. Moed Altrad, il lui a dit merci, au revoir. Patrice Colazo n'était pas étonné. Oui, mais c'était pour mettre ensuite des hommes du club. Là, lui, c'est un homme du club. Il est déjà un homme du club. Mais en fait, moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai très envie de le revoir sur un projet plus long terme et plus installé. Mais je trouve qu'avec la qualité que cet effectif a intrinsèquement, le niveau de jeu et le projet de jeu est assez restrictif. Mais il est arrivé dans une équipe qui avait rien. Et il a réussi à donner quelque chose en moins de 6 mois. Il a changé le visage de cette équipe jusqu'à aller gagner. Attends, mais qu'est-ce qu'il te faut de plus? Qu'est-ce qu'il te faut de plus en fait? Attends, c'est pas parce que t'es restrictif. C'est pas parce que t'es restrictif le 18 mai que tu le sauras la saison prochaine, Clément. Parce que là, il y a des accusations. Non, mais je te pose la question, moi. Non, mais attends. S'il avait un nom néo-zélandais, tu diras ah oui, il faut continuer, c'est un génie, il a tout transformé. Je vais te le dire clairement, j'en ai rien à battre. C'est juste que c'est l'idée de départ de dire on a viré un coach, on a. Non, laisse-moi terminer. On a viré un coach et on a pris un coach pour 6 mois pour lui dire tu as une mission, on te demande de la remplir, c'est sauver le club. Il l'a fait. Mais c'est fait. Merci beaucoup. Au revoir. Point. Là, non, mais je suis pas d'accord avec ça. Tu vas au chômage et tu vas prendre un mec sur qui t'as aucune certitude. Donc là, t'es dirigeant. Non, mais Clément, attends, si on suit ta logique, mais tu vas chercher quelqu'un sur qui t'as aucune certitude, alors que exactement. C'est-à-dire que ça marche. Clément, t'as un nom en tête. Les gars, Clément, t'es un dirigeant du Racing 92. Tu vas voir les joueurs à la fin de la saison, tu leur dis. Voilà, vous avez tous progressé sous Patrice Colazo, il s'en va. Ils ont pas, excuse-moi, vous avez retrouvé, vous avez fait une seconde partie de saison, vous avez retrouvé votre niveau. Il s'en va. Comment tu justifies ça auprès d'un groupe? Mais alors déjà, ils sont 11e. Hein. Mais il y a une adhésion, ça se sent qu'il y a une adhésion au projet. La situation est différente quand même. Non mais je veux dire, tu les voyais, tu les imaginais pas pouvoir gagner un match vu comment ils jouaient. Moi je ne pense pas en termes de joueurs, de est-ce que l'effectif est content ou pas. Je pense que c'est du délit de sale gueule. Mais non, mais ça n'a rien à voir. Non, Alexandre, tu fais exprès. Moi, je trouve qu'il a un très beau crâne. Tu fais exprès pour m'énerver, donc en fait je vais arrêter. Tu le fais exprès pour m'énerver parce que c'est faux et c'est pas du tout ce que je veux dire. Moi je pense sincèrement que ce ne serait pas une bonne idée parce qu'en termes de dynamique et de projet à enclencher, tu transformes un projet très court-termiste en un projet moyen-long terme avec la même personne. Je ne suis pas sûr que ça soit la bonne idée, même si Patrice Colazo a c'est quoi le projet? C'est quoi le bon projet au Racing alors? Mais explique-moi ce que c'est. Tu le réfléchis, tu prends une autre personne. Mais t'avais un président en début de saison qui voulait entraîner. Mais les gars, il y avait rien qui allait. Le collectif, il est passé de cataclysmique à correct. C'est tout. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Super. Donc le Racing 92 qui s'est qualifié chaque année en phase finale depuis sa remontée en 2009, on se dit oui, ils sont passés de cataclysmique à correct, c'est énorme. Oui, mais non, mais les gars, vous avez craqué. Mais attendez, on parlait de maintien. On parlait de maintien. Le maintien, c'est bon, c'est plié. Il joue le top 6. Eh ben oui, alors il y a un monde où ils jouent le top 6 et il y a un monde où ils finissent 11e et c'est leur place. Est-ce qu'il sera toujours mieux que le maintien qu'on leur a annoncé il y a un mois et demi même? Oui, mais je ne dis pas le contraire. Je pense simplement qu'il y avait une mission à accomplir. Cette mission a été accomplie. Merci, en fait, ce que je comprends, c'est que tu estimes que le jeu proposé par cette équipe du Racing 92 n'est pas viable sur le long terme. Oui. Mais je te rejoins là-dessus. Mais c'est pas parce que le Racing joue comme ça aujourd'hui, le 18 mai, parce qu'il y a une mission, que le Racing jouera comme ça, avec une préparation adéquate et avec un recrutement peut-être un petit peu plus adéquat aussi. Peut-être que le Racing jouera mieux la saison prochaine avec plus d'ambition. La Rochelle était une équipe qui jouait sous Patrice Colazo. Mais peut-être parce que Xavier Garbajosa, ça j'en conviens. J'en suis d'accord. Mais je tiens quand même à terminer mon point sur un truc. C'est je n'ai rien contre Patrice Colazo parce que je vous vois venir essayer de m'engrainer là pour m'énerver et faire exprès. Je n'ai rien contre lui et ça aurait pu être un tout autre entraîneur. J'aurais dit exactement la même chose. Le Racing et Jackie Lorenzetti ont décidé d'embaucher un entraîneur. Si c'était Jeff Dubois, t'aurais dit la même chose? Mais bien sûr que oui. Non, t'aurais pas dit la même chose, que t'aurais dit que le Jeff Dubois est un entraîneur qui propose du jeu. Et tu sais pourquoi? Parce que Jeff Dubois, jamais tu l'embauches pour un projet court terme. Jamais tu l'embauches pour un projet où tu sauves un club. C'est peut-être la qualité de Patrice Colazo que moi j'attends de voir sur un projet plus long terme. C'est ce qui s'est pourtant passé à Montauban pour Jeff Dubois. À Dax? Non, à Montauban, il y a quelques années, il avait été pris pour sauver un peu le club.
D'accord, mais je reste convaincu merci, bonne journée. Mais c'est dur. C'est très très dur. Et si Patrice Colazo moi je ne trouve aucune justification possible. Et si Patrice Colazo reste, et si Patrice Colazo après tu peux peut-être lui imposer d'être entouré par une garantie jeu, d'avoir quelqu'un qui arrive dans son staff et qui a une empreinte jeu. Peut-être. Ah mais tu peux aussi laisser rien n'est absolu dans ce que je dis. Tu peux aussi laisser la possibilité au staff actuel, à Frédéric Michalak, à Djuro Kosoko, à Patrice Colazo, de dire les gars, travaillez, proposez-nous d'autres idées. Moi je vais te dire un truc très honnête, Clément. Et j'ai aucun problème avec ceux qui sont dans le staff. Mais moi, si je dois changer des gens dans le staff, c'est tout le monde sauf Patrice Colazo. Donc c'est une armée mexicaine. Ok, mais donc toi, dans ta lecture, tu laisserais la possibilité. Et donc là, j'entends ce que tu dis, mais merci de le dire maintenant, c'est que tu laisserais la possibilité, tu donnerais les clés du camion à Patrice Colazo au point de dire, tu ramènes ton staff à toi, celui que tu veux. Mais c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Il a dit, tu donnes toutes les clés du camion à Colazo, mot pour mot. Patrice Colazo devient le manager du Racing 92 et construit un staff autour de lui. C'est exactement ce que je dis depuis le début. Et moi, je donnerai les pleins pouvoirs à ce monsieur. C'est un homme du club. Il aime le Racing. Il a joué pour le Racing. Il a permis à l'équipe Esport d'être championne de France. Je veux dire, à partir de là, qu'est-ce qu'il faut de plus quand tu es un président du Racing 92 que ça? Moi, je ne vois... J'entends ce que tu dis. J'entends, je le comprends. J'entends, je comprends et je l'accepte. Mais je suis pas entièrement d'accord.